J'étais seule à la maison avec mon fils de 6 ans. Je ne me sentais pas dans mon assiette. J'étais couchée lorsque le téléphone sonna, c'était ma nièce. En lui parlant, elle réalisa que je commençais à être confus. Elle me proposa d'essayer de rejoindre ma conjointe, pour la viser. Entre-temps, voyant ma situation qui continuait d'empirer, j'essaya de faire le 9-1-1. Quelques secondes plus tard, un violent mal de tête m'envahit et je ne suis plus capable de respirer. Suffocant, je perds conscience avec la pensée que ça finit comme ça. Ce sont les cris d'Anne qui arrivent, que j'entends en premier et qui me rappellent que je suis encore vivant. En attendant les ambulanciers, Anne me demande de la regarder si je la comprends, ce que je fais et qui lui permettra de convaincre les médecins de l'hôpital de Saint-Jérôme que je ne suis pas légume, comme ils le croyaient parce qu'ils me demandaient de serrer leurs doigts, si je les comprenais. C'est souvent les familles ou le personnel infirmier qui s'aperçoivent en premier que le patient n'est pas dans le coma. Ils peuvent dire à l'équipe traitante, je regarde mon frère ou mon père et je pense qu'il me comprend. Il a des yeux vivants. Je pense qu'il veut nous parler. Le diagnostic des patients est souvent difficile au début parce que ce sont des patients qui semblent en coma. En fait, c'est exactement l'opposé. Dans un état de coma, le patient ne réagit pas à ce qui se passe alentour de lui. Il ne le comprend pas, il n'est pas conscient. Tandis que dans le Loctine, le patient ressent, a une sensation normale, comprend, entend tout. Évidemment, maintenant, avec l'imagerie cérébrale, la résonance magnétique, le diagnostic est aidé par la présence à l'imagerie d'un ACV qui correspond à un patient qui a un Loctine syndrome. Malheureusement, il existe des patients chez qui le diagnostic n'est pas posé initialement et peut-être jamais. La grande majorité de ces patients-là décèdent. Une autre partie est dirigée en soins prolongés. Monsieur Duchesne a été hospitalisé ici il y a plusieurs années. Il a un diagnostic de Loctine classique, ce qui veut dire qu'il communique avec ses yeux, il a une paralysie du visage, il n'est pas capable de parler, il a de la difficulté à avaler et il a récupéré d'un mouvement du pouce et avec ce mouvement, il est capable de communiquer, il est capable de propulser son fauteuil roulant et il est capable de contrôler l'environnement. Puis là, il y en avait une sur toi, puis après j'ai lu. Avant son accident, au niveau de son travail, il était copropriétaire avec un de ses amis d'une compagnie d'armoires, de meubles, de cuisine, salle de bain. Puis sinon, au niveau de ses loisirs, il était beaucoup sportif, il faisait beaucoup de vélo de montagne, beaucoup de plein air. Justement, depuis que je suis né, jusqu'à son accident, on a fait quand même beaucoup de voyages. Il m'a gardé en forme quand j'étais jeune. Puis sinon, F, B, V, H, G, J, Q, U, E, S, A, R, I, Q, S, A, R, F. La performance. Ouais, c'est un gars qui aimait vraiment la performance. On ne peut pas prédire qui va faire un Loctine. Souvent, ce sont des personnes qui n'ont pas de facteur de risque. Souvent, les gens sont en santé. Les causes principales de syndrome de verrouillage ou de Loctine sont un accident vasculaire cérébral, plus rarement un traumatisme crânien. Ce qui se passe suite à un accident vasculaire cérébral, c'est qu'il y a une interruption de la circulation artérielle, donc au niveau d'une artère, donc du cerveau, mais plus spécifiquement au niveau du tronc cérébral.
Marie-Claude a été admise à l'Institut d'adaptation en 2010 et elle présentait à ce moment un Lockton classique. Donc, elle n'avait que les mouvements des yeux. Donc, c'était une atteinte qui était très sévère. J'ai envie qu'on sorte aujourd'hui. C'est dans les commissions. Faut que je sorte. Équipage, reste protégé. La première partie de la réadaptation, c'est d'éviter les complications, c'est la survie du patient. En même temps, le code de communication est important. Comment on va faire pour que le patient puisse se faire comprendre? Par les yeux, quelquefois sur un petit mouvement de la tête, quelquefois par un système, un tableau d'épellation. Il y a toutes sortes de moyens de communication qu'on établit le plus vite possible, c'est la priorité. Ensuite, on regarde s'il y a un mouvement. On va chercher les mouvements, on essaie de diminuer la spasticité, les spasmes, pour aller trouver un certain mouvement. Ensuite, on fait la rééducation qu'on appelle de la dysphagie. Ces patients-là ont de la difficulté à avaler, ils ne sont même pas capables d'avaler leur salive. Alors, il y a une rééducation appropriée pour ce type de patients. Ils réapprennent aussi à dire des sons lorsque c'est possible. Ils ont un entraînement sur le plan de la respiration, au niveau des yeux. Alors, tous les systèmes sont pris tout ensemble, sont pris en charge tout ensemble pour que le patient devienne le plus fonctionnel possible, en étant le moins souffrant possible. Là, on met la main comme ça, puis là, vous allez l'amener comme ça. Allez-y. Fait que ça, là, c'est nouveau, ça, là. Elle faisait pas ça la dernière fois quand elle est partie. Puis on l'amène au menton, là. Vas-y. Presse, Marie. Marie-Claude, elle revient, en fait, à l'Institut après 1 an d'absence. Et elle est revenue ici en visite de contrôle. Alors, elle va demeurer ici quelques semaines pour qu'on revoie l'ensemble du tableau clinique. Et on s'est aperçu, aux joies, qu'il y avait eu de l'amélioration neurologique. Ça arrive-tu des fois la nuit ou quand vous êtes... Pas souvent, OK. Elle articule mieux, elle parle un peu plus fort. La trachéostomie a été enlevée, donc le tube qu'elle avait pour respirer au niveau de la gorge a été enlevé. Et elle a récupéré de mouvements au niveau des 2 mains, des poignets et des coudes. Et ça, c'est extraordinaire. Quand on a rencontré Marie-Claude lors de son premier séjour en réadaptation, le seul mouvement qu'on pouvait utiliser comme mouvement fonctionnel était son mouvement d'index. Alors, on utilisait un interrupteur qu'on appelle micro-light, qui exige très peu de pression. Ce sur lequel on veut travailler présentement, c'est éliminer le conduite avec l'interrupteur, puis revenir avec une conduite proportionnelle pour avoir un accès direct tant sur la vitesse que sur les directions. Puis, es-tu capable d'aller d'avant, Marie-Claude? Super, ça a l'air beau. Les gens qui ont eu un syndrome de verrouillage comme Marie-Claude, ce qu'on observe, c'est qu'ils vont avoir des tout petits changements, mais pendant très longtemps. Et le moindre petit changement peut ouvrir la porte à une foule de possibilités, hein, que ce soit pour la parole, pour manger, pour contrôler des systèmes. Alors, le moindre petit mouvement est riche et important. On essaye de trouver un équilibre, d'avoir un petit peu des deux. On va faire travailler les lèvres en même temps que la voix. Oh! Très bien. Cette impuissance suite à un problème de communication, c'est vraiment ce qu'ils trouvent difficile. Au-delà même de la paralysie, c'est la communication. J'ai pas compris. Fait. Répète. F. R. E. T. D. Fred. Le plus difficile au quotidien, c'est la communication. L'autre personne ne peut que nous écouter, elle ne peut faire autre chose. Elle doit m'écouter, me regarder et me décoder. Ce n'est pas facile de fournir ce genre de disponibilité. Ce n'est pas donné à tout le monde de s'arrêter, de me regarder et de m'écouter. Baiser sur la joue.
Le locked-in syndrome, c'est une condition extrêmement rare qui ne touche que moins de 1% de toutes les victimes d'AVC. Au Centre Gingras-Lindsay de Montréal, qui est le seul endroit au Québec où on est habilité à s'occuper de leur réadaptation, depuis 1983, on en a reçu 26. Leur rééducation requiert des ressources considérables et une surveillance de 24 heures sur 24. C'est pourquoi on ne s'occupe que d'une seule personne à la fois et, au moment de lui donner son congé, on se donne une semaine pour s'assurer qu'elle n'a pas besoin d'être réadmise, ce qui est souvent le cas. Après la pause, nos témoins nous accueillent dans leur quotidien. Le syndrome de verrouillage soulève bien des questions éthiques. Dans le passé, on s'est demandé si on devait vraiment laisser vivre des gens qui se retrouvent avec pratiquement tous les muscles du corps paralysés. Mais vous serez peut-être surpris d'apprendre que la plupart d'entre eux veulent vivre pour leur famille et leurs enfants. J'avais demandé, quand je partais un matin, Ce qu'on sait des patients locked-in, c'est qu'une fois pris en charge, ils ont une espérance de vie comme vous et moi. Ils ne présentent pas plus de syndromes douloureux ou de douleurs que les autres patients. Et ils sont contents de vivre. Marie-Claude, elle était hospitalisée depuis son congé dans un centre d'hébergement. On connaît l'importance des soins qu'elle demandait, donc elle a dû être orientée dans un centre d'hébergement en attente de retourner chez elle. Tu vas faire le saut et tu vas descendre dedans. Il y a déjà 4 panneaux de nuit. Hey, tu commenceras à rêver à tes couleurs, hein? Mange les fesses. Qu'est-ce que tu dis là? Ben ouais, j'ai pas compris, là. Ça allait dire des niaiseries, moi, je te jure, hein. Tu sais, c'est décodé, là. C'est une job, là. Tout le temps. 2 ans de temps. Au début, c'était juste les yeux, t'es là, sacré, ça, t'es clignoté. Si tu où, t'as dit non, là, t'es là, oui. Je t'ai dit, quand je dis oui, c'est en haut, quand c'est non, c'est en haut. Voyons, qu'est-ce que t'as dit, oui ou non? T'as-tu compris? Oui. Hey, c'était. Hey, de se timer, là. Puis après ça, il y a quelqu'un qui arrive dans la chambre, puis lui, il a son code. Puis là, je dis, hey, le code, là, on l'a fait, là. C'est ça, le code, là. Puis là, il y a du monde qui changeait le code. Puis là, ça n'a pas de sens, là. Il faut qu'on se comprenne, tout le monde. Elle ne peut pas avoir un code avec tout le monde. Hey, fait que c'était. Ça, c'était le début. Les débuts, on s'est loin. On a passé par là. Mais faut mettre vite, vite. Oups. Un nouveau, maman, c'est bleu, hein? Je peux vous dire que les patients qui arrivent ici au début, on leur demande, voulez-vous vivre? Comment vous voyez ça? Voulez-vous vivre? Et certains de mes patients ont dit non, je veux pas, c'est impossible, je ne veux pas vivre. Moi, je leur dis, attendez un peu. Attendez quelques semaines. C'est tout du bonus. Parce que quand tu prends Marie comment elle était au début, puis tu vois comment elle est rendue, tu te dis, il y a de l'évolution de fait. C'est sûr que ça se compare pas avec comment elle était avant. Marie, ça sautait partout, ça, là, ça partait en canot, kayak, ça faisait de la voile. Tu sais, c'était extrêmement une bonne vivante, puis elle était active. Mais elle a gardé son caractère, c'est toujours une bonne vivante. Sauf que là, elle compose avec ce qu'elle a pour exprimer comment qu'elle est. On s'exprime par notre corps. Hein. C'est ce qu'il faut qu'elle réapprenne.
Tu sais, c'est des deuils. Il y a un deuil de son côté, il y a un deuil de mon côté aussi. Moi, je fais le deuil de ma conjointe qui était hyper active là, avec moi. On avait des projets, tout ça. Là, les projets ont changé. Tu sais, fait que c'est de quoi qu'il a fallu que j'accepte avec le temps. Pas mourir. Difficile. Mais quand tu dis pas mourir, difficile quoi? Accepter. Accepter les limites. Ouais. Mais quand mourir en tant que tel, t'as pas comme une pensée suicidaire, des affaires comme ça, que tu penses aux moyens, là. Non. Je pense qu'elle a une force de caractère, en tout cas. C'est pour ça qu'elle a réussi à se dégourdir, là. Monsieur Duchesne est particulièrement inspirant pour toute l'équipe. Il fait partie des personnes qui présentent un lock-in qui nous pousse dans le dos constamment, qui nous amène nous-mêmes en tant qu'équipe de réadaptation à nous dépasser. Vous savez, en physiatrie, en réadaptation, quelquefois on peut voir des personnes qui ont une fracture d'un poignet ou une amputation d'un doigt, donc certaines blessures, et qui se retrouvent dans un état d'handicap majeur, qui ne sont plus capables de faire rien, qui ont beaucoup de difficultés. Et nous, on a un patient qui n'a qu'un seul mouvement qui le pousse et qui est capable de s'occuper de lui-même en engageant les personnes qui vont prendre soin de lui, qui s'impliquent dans la communauté. Épaisseur, c'est dans l'autre allée. U-L-O-M-D-P-D-E-S-A-R-I. Dijon? Dans le fond, le système il est très simple. C'est une série de lettres sur 4 lignes. Puis dans le fond, c'est quand il pointe dans des directions avec ses yeux, qu'on peut les voir ici. Mettons, dans les 4 coins de sa tête, ça identifie une ligne. Fait que quand il veut me dire quelque chose, c'est qu'on va identifier lettre par lettre. C'est quoi le mot? Fait que c'est sûr que ça semble quand même assez long. Mais exemple, c'est qu'à la longue, on se trouve beaucoup de trucs. Puis quand c'est lui qui commence à me parler, souvent c'est parce que c'est des questions. Puis s'il commence par E, puis S, c'est presque sûr que c'est S-E-Q, ou on se trouve vraiment des shortcuts un peu, là, pour que ça aille plus vite. Il y avait des choux de Bruxelles? Une fois? Moi, je pense que je peux pas vraiment dire comment je suis fier de lui, là. J'en parle souvent avec n'importe qui, puis on peut pas décrire comment c'est fort. De tout ce qui a survécu, de tout ce qui a passé, tout ce qui a surmonté. Comme tous les deuils qu'il a dû se faire et tout. Puis même à ça, il est pas resté à se morfondre dans sa maison à rien faire. Il fait beaucoup de choses, il sort beaucoup. C'est pas parce qu'il est handicapé qu'il s'est limité à dire, bon, ben, ma vie, c'est pas mal arrêté là. Justement, il a voulu beaucoup s'impliquer dans ma vie à moi. A-R-I. E. Vieillir. Ton plus grand bonheur, c'est de voir ton fils vieillir. Ça, oui. Ben a une belle relation avec chacune de ses préposées. On est toutes différentes. On a toutes chacune nos qualités. On apporte toutes quelque chose à Benoît, je pense. Puis Benoît nous apporte à chacune notre petite dose de soleil qu'on a besoin. U-L-O-E-S-A-R-I-N. E-S-A-R-I-N-T. Ton but, maintenant, c'est de continuer à développer, puis à aider les personnes autour de toi, à les rendre heureux. Ça fonctionne, je trouve.
J'ai appris l'altruisme et j'ai trouvé mon bonheur. Même si c'est difficile, avec ma famille, c'est plus facile. Marie, ce qu'elle est en train de nous dire, c'est qu'elle dit que oui, la vie vaut la peine d'être vécue. Puis que, avec les gens alentour de nous, les gens qui nous aident, avec l'amour, la famille, tout ça, c'est plus facile. Puis, on découvre d'autres choses. Hein? En tout cas, moi, de mon bord, je découvre d'autres choses. J'imagine, toi, Marie, elle ne peut pas faire autrement, je pense. Hein? Pas le choix. J'ai pas eu la peur de dire je continue avec elle malgré tout. Je suis curieux. Je suis curieux de nature. Fait que, qu'est-ce que c'est ça, cette histoire-là? Tu peux pas faire arriver là-dedans, ça se fait juste du malheur. Il faut qu'il y ait de quoi qui aboutisse au bout de ça. C'est pour Nakina aussi. Hein? La petite fille-là a besoin de sa maman le plus souvent possible. Tu l'aimes-tu ta mère? Oui. Gros comment? Comme un cœur. Oh, c'est beau, hein? C'est gros, c'est un cœur. Est-ce que tu veux comme un cœur, maman? Puis pour dessert, tu auras du chocolat. Comme on l'a vu dans le reportage, Benoît Duchesne est loin d'être inactif. Il a d'ailleurs mis sur pied un organisme qui porte son nom et qui a comme mission de permettre à des gens atteints du syndrome de verrouillage de retourner vivre dans leur famille s'ils le désirent.